Moi, je vais laisser Franck présenter le projet pour le démarrage de ce cycle de conférences. Ok, merci Julie, ça marche, parfait. Je vais reprendre une présentation rapide, en fait, parce qu'il y a des choses qu'on a déjà évoquées ce matin. Vous m'avez pas mal questionné ce matin, donc vous allez voir qu'il y a plein de choses que j'avais prévu de vous évoquer, donc je vais pouvoir les passer rapidement. Donc, je me représente pour éventuellement ceux que j'ai pas vus ce matin. Donc, effectivement, je suis Franck Amadieu, donc je suis professeur de psychologie, spécialisé dans des questions d'éducation, notamment de numérique, et je suis le responsable scientifique du projet. Alors, le projet Poussec, ça a été évoqué ce matin. Je vais pas revenir je vais revenir rapidement dessus. Donc, il y a deux laboratoires qui travaillent dessus. Le laboratoire clé, qui est le laboratoire qui organise ici avec le Fred. L'IRID, donc laboratoire d'informatique. Les trois académies qu'on avait évoquées. Donc, voilà, en gros, les partenaires de ce projet. Donc, en gros, on est dans l'éducation à l'esprit critique. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, initialement, on avait un projet qui était centré sur l'éducation au développement durable, à ces questions-là. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Poussec. Et puis maintenant, c'est devenu Poussec, parce qu'on a élargi la question à l'esprit critique. Donc, effectivement, notre préoccupation, c'est comment aider les élèves à mieux évaluer les sources d'information, à évaluer les contenus d'information dans les vidéos, parce que les élèves sont des gros consommateurs de vidéos. Donc, c'est un peu l'idée initiale de ce projet. Donc la plateforme, bon, vous y avez travaillé la plupart ce matin dessus, je ne vais pas revenir dans le détail. Donc l'idée de cette plateforme qui a été développée, qui a été améliorée depuis le projet précédent et qui a été améliorée cette année, grâce justement au travail aussi avec les enseignants, avec les élèves qui ont pu être effectués déjà en 2023. Donc, ce qui est intéressant dans notre plateforme, en gros, en quoi elle se distingue finalement de plateformes qui existeraient déjà. La première, c'est déjà la possibilité de pouvoir évaluer les élèves de différentes manières, utiliser des QCM, des questions, des échelles. Donc, on a des modalités finalement de questionnement des élèves qui sont déjà intéressantes pour les enseignants, indépendamment des vidéos. Donc, déjà, les enseignants peuvent construire des questionnaires adaptés à leurs élèves et à leurs questionnements d'enseignants. Et surtout, ce qui va être intéressant dans cette plateforme, c'est ce que nous on appelle prompting, qui est le terme un peu consacré, mais en fait, ce sont des incitations qui apparaissent durant les vidéos. Alors, pourquoi travailler sur des incitations qui apparaissent? Donc, concrètement, ça va être ce genre de questions qui apparaissent soudainement au milieu de la vidéo. Pourquoi? Parce que les travaux montrent que quand on interroge les élèves ou des personnes qui consultent de l'information, alors souvent ce ne sont pas des vidéos, c'est plutôt des textes dans les travaux en recherche, on s'aperçoit que les élèves font pas trop attention des fois à certaines informations qui pourtant sont cruciales, comme la source de l'information. Alors ça, vous allez me dire, ça dépend du niveau, évidemment, des élèves. L'idée ici, c'est d'utiliser ces incitations pour pousser les élèves à s'interroger, à se questionner sur des niveaux auxquels ils ne se questionnaient pas spontanément. Donc en fait, on pousse l'élève, quand il est face à une vidéo, à s'interroger ici sur la source de l'information, c'est-à-dire qui parle. Donc ici, ça peut être la question, effectivement, quel est le degré de pertinence, enfin, que penses-tu de la crédibilité de cette personne? Ça peut être aussi que penses-tu de l'expertise de cette personne? On peut moduler les incitations, les questionnements qu'on peut proposer à l'élève. Donc ça, c'est, je dirais, le premier grand intérêt de cette plateforme. Le deuxième grand intérêt de la plateforme, c'est de pouvoir faire des tâches de tri avec les vidéos. C'est-à-dire qu'une vidéo, quand on regarde, les élèves sont relativement passifs. Quand vous les mettez face à une vidéo, s'ils n'ont pas une consigne très précise, si vous ne les accompagnez pas spécifiquement, un élève, il va lire la vidéo, il va suivre, éventuellement il a une deuxième fois. Ce que je vous dis, ce sont les résultats de nos travaux justement dans le projet Kimet précédent. Si vous décomposez les vidéos en petites pastilles, en petits éléments intéressants, vous allez demander aux élèves de catégoriser ces vidéos selon, en gros, les catégories que vous avez prédéfinies en tant qu'enseignant. Donc ici, par exemple, tiens, qui sont les personnes qui ont un point de vue pour cette question par rapport à ce point de réflexion, qui est contre, on ne voit pas ici. Et donc l'élève va juste faire un glisser-déposer, vous l'avez vu ce matin, normalement, vous avez dû déjà manipuler ça. Donc ça, on a montré, je vous montrerai rapidement les résultats scientifiques, on a montré que ça peut être pertinent, finalement, pour le travail des élèves. Alors justement, je vous fais un petit bilan rapide du projet précédent. Donc le projet précédent, qui a couru en gros de 2017 à 2021, nous montre quoi? Nous montre déjà que les élèves de 5e, puisqu'on ne s'intéressait qu'aux élèves de 5e, c'était un projet qui n'avait pas la même envergure à ce moment-là. On était 6 établissements. À chaque fois, on avait des études qui mobilisaient à peu près 600 élèves. Premier point, c'est ce que je vous évoquais, on s'aperçoit que les élèves sont relativement passifs. Même si vous leur donnez des consignes, si vous les questionnez après sur la vidéo, ce qu'ils ont compris, quelle est leur position par rapport à ce qu'ils ont vu, et ce qu'ils peuvent être critiques, finalement, on s'aperçoit qu'ils sont assez passifs dans la consultation. Ils ne reviennent pas trop en arrière, ils ne font pas de pause, ils ne cherchent pas à revenir sur des points précis de la vidéo, etc.
Donc, on s'est aperçu que si on voulait aiguiser le sens critique, il fallait aussi que les gens soient plus actifs dans leur traitement de l'information, mais aussi dans le traitement des vidéos. Autre point intéressant, on s'est aperçu que les élèves de 5e pouvaient prêter attention à l'identité des sources. C'est-à-dire quand vous les questionnez sur la pertinence de la source, son expertise, est-ce que la personne qui parle est crédible par rapport à son statut, etc. Les élèves sont capables de vous répondre de manière assez juste. Hein, ils sont capables de repérer comme scientifique, finalement, je vais peut-être plus lui faire confiance sur cette question dont il est spécialiste, plutôt que la personne qui est en train de faire ses courses. Ça, ils sont capables de le faire. Bon, si on s'arrête à ça, on a envie de dire, finalement, mes élèves, ils sont plutôt aguerris à la prise en compte des sources. Sauf que quand on les met face aux informations et qu'on leur demande d'évaluer les informations qu'ils ont vues, et selon l'origine de ces informations, soit elles venaient d'un scientifique, soit elles venaient de quelqu'un qui fait cette course, pour faire simple, on s'aperçoit que les élèves, très souvent, traitent l'information au même niveau. Encore une fois, les élèves de 5e. Donc, ils donnent autant de crédit ou d'importance à l'information parce que c'est quelqu'un qui fait ses courses ou parce que c'est quelqu'un de scientifique. Dit autrement, ils ne prennent pas en compte l'expertise de la source pour, à un moment, évaluer l'information qu'ils sont en train de traiter. Autre point intéressant, c'est que les attitudes et les croyances initiales des élèves sur la thématique qui était traitée a effectivement déterminé leur perception de la crédibilité des sources. En gros, plus vous êtes d'accord avec une idée, plus vous trouvez que la personne qui est d'accord avec vous, elle a raison. Ça marche assez bien. Hein. Ça marche chez les adultes aussi. Je voudrais le préciser. Nos travaux sont aussi intéressants chez l'adulte et pas que chez les élèves de 5e. Mais on voit que déjà, chez les élèves de 5e, ça fonctionne. Il y a un point que je trouverais intéressant dans les travaux, c'est qu'on s'est intéressé en pré-test. Donc, le pré-test, c'est avant que les élèves consultent les vidéos. On s'est intéressé à leur attitude, c'est-à-dire ce qu'ils croyaient par rapport à la question qui était traitée. Par exemple, est-ce que manger bio, c'est bon pour la santé? C'était une des questions qu'on se posait. Vous avez des élèves qui sont très positifs par rapport à ça, certains sont neutres et certains sont négatifs. On leur a présenté les vidéos, et quelles que soient les sources des vidéos, c'est ça qui est intéressant, ils ont globalement modéré leur avis. Parce qu'en gros, les vidéos présentaient des arguments pour et des arguments pas forcément contre, mais qui n'étaient pas forcément pour, qui ne prouvaient pas qu'il y avait un effet utile de manger bio. Donc on s'aperçoit qu'en fait, les élèves, que ce soit une émission de télé, ou quelqu'un parle, on ne sait pas qui c'est, ou que ce soit un scientifique qui parle, ils adhèrent. Ils adhèrent plus facilement. Donc on voit bien que nos élèves sont assez influençables par les vidéos. Donc dans le bilan de ce projet, on s'est intéressé aux fonctionnalités dont je vous ai parlé. Première fonctionnalité, donc, en termes d'interaction avec les vidéos, on a donc regardé si effectivement le fait d'avoir des incitations, donc les prompts qui apparaissent au milieu des vidéos, les pousse un peu à améliorer leur esprit critique, entre guillemets. Et on s'aperçoit qu'effectivement, quand on les pousse à évaluer la crédibilité d'une source, mais pendant la vidéo, hein, pas a posteriori, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut que l'élève se pose la question tôt, quand il est en train de regarder la vidéo, pour pouvoir ensuite évaluer ce que la personne est en train de dire. Et quand ils font ça, les élèves, on s'aperçoit déjà qu'ils se souviennent mieux des sources, parce qu'on a interrogé les élèves sur les sources une semaine plus tard, et ils prenaient plus en compte la crédibilité des sources pour dire, en gros, s'ils jugeaient que cette telle ou telle personne avait été convaincante. Dit autrement, avant, les élèves pouvaient trouver que quelqu'un était convaincant parce que, en gros, ils vous disent, je suis d'accord avec lui à la base, donc je le trouve plus convaincant. Là, on s'aperçoit qu'ils mettent plus en avant l'idée qu'il est expert ou pas, ou il avance des arguments intéressants ou pas. Donc, on a monté, si vous voulez, d'un cran en termes d'analyse critique de ces vidéos par les élèves. Deuxième point intéressant, les tâches de tri. Donc là, on va catégoriser les vidéos. On s'aperçoit quand on fait faire ça aux élèves, ce qu'on va améliorer finalement chez eux, c'est leur mémorisation. Donc là, on a plus ce qu'on appelle une profondeur de traitement. On les pousse, en gros, à confronter les vidéos les unes par rapport aux autres, à comparer des arguments, ce qu'ils ne faisaient pas spontanément. Quand on les pousse à faire ce petit travail de tri, on s'aperçoit qu'après, ils ont des qualités argumentatives qui sont meilleures par rapport à la question, évidemment, qu'on posait. Donc après, on interroge les élèves, après avoir vu des vidéos, en leur demandant, mais qu'est-ce que tu en penses? Essayer d'argumenter quelle est toi, ta position, après avoir entendu ce que tu as entendu. Et on s'aperçoit qu'ils font plus référence à une diversité d'arguments pour pouvoir étayer leur réponse. Alors que d'habitude, ils donnent un argument. Donc ça, c'était plutôt un point positif aussi. Donc ça, je vous ai donné en gros très rapidement le bilan un peu de ce qui marche. Tout n'a pas marché. On a testé aussi des vidéos, pour vous dire rapidement, des vidéos où on présentait aux élèves, en gros, qu'est-ce que c'est l'esprit critique, qu'est-ce que c'est être un peu attentif dans une vidéo. En gros, on leur donnait une leçon, si vous voulez, de manière très descendante, avec une petite vidéo qui montrait ça. Résultat des courses, on l'a testé 2 fois, donc 1200 élèves au total, ça n'a jamais marché. C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à cette plateforme,
Parce que c'est pas tant expliquer aux élèves ce qu'il faut faire, c'est les entraîner, en fait, qui va être important. Évidemment, il faut les deux. Hein. Je suis d'accord qu'entraîner quelqu'un sans qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire, ça n'a pas de sens. Mais on a besoin de les entraîner. Donc, c'est un peu l'idée de ce projet, c'est de développer cette plateforme et de la déployer sur 3 académies. C'est-à-dire que là, on essaie vraiment de la rendre la plus accessible possible aux plus d'établissements, tout en continuant à essayer de répondre à des questions de recherche et de pédagogie. Donc là, vous l'avez vu ce matin, je ne vais pas revenir dessus. L'idée intéressante de cette plateforme aussi, c'est que les enseignants vont pouvoir créer leur propre parcours, leurs propres activités pédagogiques. Donc vous y avez travaillé ce matin. Donc pour nous, en termes de pédagogie, pour les enseignants, quels sont les intérêts, quels sont les objectifs du projet? Déjà, c'est d'aider à mettre en place des activités pédagogiques pour l'éducation à l'esprit critique, mais centrées sur les vidéos. C'est ça aussi l'originalité du projet. On voudrait aussi offrir donc un outil facile d'utilisation, utile, avec un éditeur de scénarii pour les enseignants. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec vous depuis des années. Cette année, on a travaillé avec vous. Certains ont participé à des tests. Je regarde Jenda qui a fait des tests aussi, des entretiens avec les enseignants pour essayer de comprendre de quoi ont besoin les enseignants, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que l'outil soit utile véritablement pour les enseignants. Donc on continue à travailler là-dessus, on continue à travailler là-dessus avec vous. L'idée, c'est d'avoir un tableau de bord des activités et des réponses des élèves, c'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant puisse savoir ce que les élèves ont répondu à ces évaluations, ce que les élèves, quelle sorte de tri les élèves ont fait finalement aux tâches de tri, par exemple. Est-ce que les élèves, quand on leur demande de juger la crédibilité de la source, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Donc ça, c'est des données importantes pour les enseignants pour pouvoir justement conduire des activités en classe et continuer sous forme de débat, notamment en classe. L'idée après, pour le projet, c'est de soutenir une communauté de création de scénarios. Vous en avez parlé ce matin. Donc cette idée, il faut qu'en gros les enseignants partagent les idées, partagent les ressources qui sont créées pour que ça fonctionne. Si chacun crée sa ressource pour sa classe, c'est dommage, mais certainement on va passer à côté de quelque chose. L'idée, c'est de pouvoir partager et qu'une même ressource qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément vocation à être utilisée dans la même discipline. On peut imaginer avoir fait une ressource en anglais qui soit tout à fait utile en histoire géo, en SVT, en ce que vous voulez. Donc, on peut aussi avoir des ressources transversales. Elles peuvent aussi être disciplinaires, il n'y a pas de problème, bien sûr. Donc, l'idée pour nous aussi, c'est de tester la plateforme au niveau donc, des publics du secondaire. Donc là, contrairement au projet précédent, on n'est plus sur le niveau 5e, on est de la 6e à la terminale, et même on l'a évoqué ce matin, peut-être les BTS. Donc voilà, c'est totalement ouvert, il n'y a pas de restriction là-dessus. Alors, qu'en est-il du point de vue scientifique maintenant? Qu'est-ce que nous, on attend du point de vue scientifique? Nous, on s'interroge évidemment sur les caractéristiques des élèves et le niveau des élèves. Déjà en fonction des classes, du niveau de classe, etc. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, du point de vue de la psychologie, c'est les habiletés de raisonnement, par exemple, analytique. On a des petits exercices où on voit si l'élève, spontanément, il est plutôt sur de l'intuition, s'il est plutôt sur de l'analyse quand il est en train de résoudre un problème. On peut être sur les croyances épistémiques. Est-ce que les élèves pensent de la connaissance? Est-ce que la connaissance, elle est multiple, elle est complexe? Est-ce qu'on peut avoir différentes approches d'une même connaissance? Ou au contraire, ce sont des choses assez simples, il y a une seule vérité, pas d'autre. Donc on questionne les élèves aussi sur leur perception. Et ce qui va nous intéresser, c'est les compétences des élèves en termes d'évaluation des sources d'information et des contenus. Dit autrement, en gros, ce qui nous intéresse, c'est les compétences d'esprit critique face aux vidéos. Donc ça, c'est le niveau des élèves qui nous intéresse. Mais bien sûr, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de comprendre le besoin des enseignants et d'y répondre. C'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, c'est-à-dire travailler avec vous et travailler aussi sur l'acceptabilité de cet outil, c'est-à-dire en quoi cet outil est pertinent par rapport à vos activités pédagogiques en général. Donc, dit autrement, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire dans ce que vous faites déjà ou est-ce qu'ils apportent quelque chose de nouveau, d'utile? C'est ça les questions qu'on se pose. Donc, on s'intéresse aussi aux pratiques pédagogiques que vous mettez en place en dehors de la plateforme, parce que tout ça, c'est interconnecté. On ne pense pas, si vous voulez, la plateforme uniquement pour la plateforme. Enfin, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que ces activités, avec des incitations qui arrivent pendant les vidéos, ces tâches de tri, est-ce que ça, si les élèves y sont confrontés régulièrement, est-ce que ça améliore leurs compétences d'esprit critique? On l'a vu dans le projet précédent, il y a des petites améliorations, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le projet précédent, c'était une fois que l'élève utilisait la plateforme. Donc, il n'y avait pas d'entraînement, si vous voulez. C'était une fois, et on voyait que cette fois-là, ça apportait déjà des petites choses. Mais si on va aller un peu plus loin, est-ce qu'il faut qu'il y ait un entraînement régulier, en tout cas à plusieurs reprises, pour qu'on puisse parler vraiment de consolidation de compétences? Donc, en gros, les dispositifs de mesure qui nous intéressent, c'est qu'on va faire
des analyses et des traces des activités des élèves. Donc, sur la plateforme enregistre tout ce que les élèves font. Est-ce qu'ils ont fait des tâches de tri? Est-ce qu'ils ont regardé des vidéos, etc. Combien de temps? Donc, toutes ces données, on va pouvoir les recueillir et on va voir aussi si les élèves progressent plus, par exemple, parce qu'il y avait surtout des tâches de tri, ou est-ce qu'il y avait plutôt des tâches d'incitation, ou est-ce qu'il y avait plutôt des tâches de questionnement autres, etc. Donc, on va essayer aussi de comprendre la nature des activités qui aident le plus à progresser. Hein, c'est pas juste l'usage de la plateforme. Ce serait un peu grossier, finalement. On va s'intéresser à l'évolution donc des compétences des élèves, évidemment. L'idée pour nous, c'est de faire un pré-test en début d'année et un post-test en fin d'année. Comme ça, on va voir la progression des élèves. Alors, je réponds à des questions que plusieurs enseignants nous ont posées. Surtout, ne démarrez pas tout de suite des activités avec les élèves. Attendez le feu vert. Il faut qu'on ait d'abord fait les pré-tests avec tous les élèves. Donc là, on attend la réponse du comité d'éthique, point de vue de la recherche, qui va nous donner le feu vert. Ensuite, on attend que le RGPD aussi, avec l'académie, voilà, bon, c'est quasiment fait, mais il y a encore un ou deux petites choses à régler avec le référent RGPD. Une fois que ça s'est calé, on vous dira super, on peut lancer, c'est un questionnaire en ligne, donc les tests des études des élèves, pardon. Une fois que les tests sont faits, on pourra vous donner le feu vert à ce moment-là en disant c'est bon, là la plateforme, on peut l'utiliser, comme ça on saura vraiment quel était le niveau initial de l'élève et quel est le niveau de progression. OK. Mais vous pouvez déjà créer oui. vos parcours, c'est pas tout ce que vous faites, c'est juste que vous ne le diffusez pas encore. Voilà. C'est même encouragé parce qu'après, vous pouvez revenir vers nous si vous avez des questionnements, si vous avez des besoins de recommandations, des doutes, ou si vous voulez qu'on discute de certaines idées. Voilà, on est tout à fait disponible. Alors, je vais finir sur un peu voilà, le déroulement pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, la première année, alors qui n'est pas une vraie première année, puisque le projet aurait dû démarrer en septembre 2022, mais on a obtenu la réponse du projet en fin août 2022. Donc, vous imaginez que c'était impossible de démarrer un projet avec toute la lourdeur administrative qu'il y a derrière. Donc, officiellement, on a démarré en décembre, mais en fait, on n'a fait que de l'administratif. On a vraiment démarré en janvier. Donc, depuis janvier, on a travaillé donc, principalement avec l'Académie de Toulouse, mais pas que, mais principalement. On a évalué, donc, on a commencé en tout cas à évaluer les besoins des enseignants et l'acceptabilité de la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu certains entretiens, du travail avec des enseignants, des ateliers aussi. Il y a eu des ateliers d'organiser avec certains enseignants, certains d'entre vous. Donc, qui ont permis de mieux comprendre et d'améliorer. D'ailleurs, il y a des choix de conception qu'on a fait pour améliorer en fonction de ces retours-là. Donc, on a pu améliorer la plateforme par rapport à ce qui existait avant, hein, donc de manière assez considérable. Il y a des créations de ressources vidéo hein, qui ont été mises en place, qui sont encore en train d'être conçues, notamment par le FRED, donc c'est en train d'être mis en place. Il y a des parcours aussi qu'on vous a proposés, qu'on va continuer de nous alimenter aussi, hein, pour vous donner des idées, voir des choses que vous pouvez directement utiliser. L'élaboration de tests, donc ça effectivement, ça a été le travail donc, de Kevin et Blivel, pas mal aussi sur la question de comment j'évalue les élèves correctement, parce que de la 6e à la terminale, vous voyez qu'il y a des différences en termes de niveau de lecture, de compréhension, des choses comme ça. Donc il a fallu tester, pré-tester, voilà, pour que ce soit bien adapté. Donc ça, je pense que c'est bon, c'est plutôt efficace. Et Kevin va vous en parler juste après. La sécurisation de l'interface, et oui, parce que comme on déploie, si vous voulez, autant avant, on avait une plateforme très expérimentale à petite échelle, on n'avait pas trop de problèmes de sécurité. Là, comme on touche beaucoup plus de monde, il a fallu sécuriser la plateforme pour pas qu'il y ait perte de données, pour qu'il n'y ait pas d'attaque virale ou je ne sais quoi sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt abouti. Alors, et cette année, donc l'année qui nous intéresse, ce qui va nous intéresser, c'est ce que je vous disais, c'est l'évaluation du profil des élèves en début d'année, donc leur niveau de compétence. Une fois que ça s'est fait, on peut lancer les usages libres. Alors, je répète, hein, ce sont des usages libres. Il n'y a pas de contraintes. Vous pouvez utiliser du texte. Certains vous pouvez utiliser du texte ou des images. Il n'y a pas de problème. Si ça fait sens pédagogiquement, vous pouvez le faire. L'objectif, hein, c'est d'essayer quand même de pousser à l'esprit critique. C'est ça qui est intéressant. Donc là, il y a un usage libre de la plateforme. Et en fin d'année scolaire, on refait la même évaluation de manière à pouvoir vérifier quelle est la progression. Petit point quand même important, ce qu'on souhaiterait dans la mesure du possible aussi, en tout cas avec les enseignants qui le pourront, c'est faire un test des élèves qui n'utiliseront pas la plateforme. En gros, il nous faut un groupe témoin aussi, c'est-à-dire des élèves qui certainement sont formés à l'esprit critique aussi par ailleurs en cours, ou vont être confrontés à des choses qui font qu'ils vont progresser plus par rapport à ces questions. Donc nous, on aura besoin aussi d'avoir quelques classes qui sont des groupes témoins qui nous permettent de dire, bah voilà, ces élèves, ils n'ont pas pratiqué, par exemple, parce que les enseignants ne souhaitaient pas utiliser la plateforme.
et on pourra les comparer aux élèves qui, eux, ont pratiqué. Autre point qui va nous intéresser, et ça, on verra avec certains d'entre vous, ceux qui sont les vraiment intéressés, c'est que autant ici, on aura un usage libre sur l'année avec les élèves, et ça, c'est ce qui nous intéresse principalement, autant on souhaiterait aussi maintenir l'idée d'une étude dans ce cadre-là, plus contrôlée avec les enseignants qui le voudraient, c'est-à-dire, par exemple, faire 3 séances, 4 séances avec les élèves, mais sur un contenu qui est le même pour tous les enseignants, avec les mêmes évaluations, pour voir si à un moment, plus finement, c'est ce type d'activité qui a joué plutôt qu'une autre. Donc, en gros, si vous voulez, c'est une étude dans l'étude qu'on pourra mettre en place avec les enseignants, en tout cas, qui le souhaitent, qui voudraient participer à cette étude plus contrôlée. Et enfin, dernier point, ça je vous l'ai dit, on continuera à travailler avec vous, toujours dans une logique d'amélioration de la plateforme. La plateforme, vous allez voir, elle va continuer à progresser durant l'année, notamment en termes de fonctionnalité, peut-être des bugs encore qui traînent, donc il y a des choses qui vont être améliorées pour qu'elle soit opérationnelle totalement pour la pédagogie, et on l'espère utilisée à très large échelle. Voilà. Merci pour votre attention. Donc il y a des choses que j'ai un peu évoquées déjà ce matin, mais je pense qu'on a un peu de temps encore pour les questions. Oui, on a à peu près 5 minutes Ça pour les questions, si vous avez des questions. Dominique, ouais. Quelque chose un peu technique, mais ça peut intéresser. Alors, normalement, il faudrait qu'il soit au hasard, mais qu'il soit de même niveau. Tu vois, c'est-à-dire que si effectivement, on a des quatrièmes qui ne sont pas forcément dans le même établissement. D'ailleurs, si tu as un niveau quatrième qui utilise la plateforme, il faut qu'on s'assure qu'on ait des élèves de quatrième qui auront été testés également, mais qui n'auraient pas utilisé la plateforme. Après, j'ai une autre réponse technique par rapport à ça. C'est que dans la réalité, on sait que la fréquence d'utilisation va être très différente d'une classe à l'autre. Pour X raisons, pour des questions d'organisation, parce que certains enseignants ont envie de tester des choses et d'autres moins. Donc peut-être qu'il y aura des élèves qui vont l'utiliser une fois dans l'année. D'autres vont l'utiliser peut-être 5, 6 fois. Donc ce qu'on va regarder aussi, c'est la fréquence. Ce qui nous permettra aussi peut-être de contourner ce problème des groupes témoins si on n'a pas des groupes témoins comparables. Voilà. Donc on a ces deux pistes, si tu veux, pour s'assurer de pouvoir mesurer objectivement l'efficacité de la plateforme. D'autres questions? Ce matin, vous aviez plein de questions. Ah. Ouais. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Il est possible qu'on fasse des parcours qui, parce qu'on ne soit pas pertinent. Oui. Oui, oui. Ah, totalement. Des élèves peuvent faire 5 parcours. Ouais. Si on sait, il faut que les parcours. C'est une très bonne remarque. La qualité, la station. Alors, on va regarder les parcours créés. Effectivement, à un moment donné, on regardera ce qui a été créé et si ça répond plus ou moins, parce que c'est normal, à des compétences visées aussi. Peut-être ça répond, peut-être ils seront très bien conçus, mais pour d'autres compétences. Donc ça aussi, on va essayer d'identifier. Effectivement, c'est un point important. Et je reviens là-dessus, encore une fois, l'utilisation de la plateforme, elle est libre. C'est-à-dire que si l'enseignant s'en empare pour d'autres compétences que celles visées au départ, ben pour nous, c'est intéressant quand même. Mais c'est sûr qu'on ne verra pas la progression. Mais ça, on va essayer de le dissocier. Vous voyez, l'idée pour nous, c'est autant répondre à des besoins enseignants qu'à des besoins élèves. Donc, si les enseignants s'en emparent d'une manière, ben, ça veut dire que ça répond à certains besoins. Et ça, pour nous, c'est aussi intéressant. L'idée étant que la plateforme s'inscrit véritablement dans vos pratiques pédagogiques ordinaires. Oui. Et qu'elle vienne proposer un appui, un outil, une démarche particulière qui vous permette d'investir des questionnements, des problématiques, des thématiques traitées de manière ordinaire dans les enseignements réguliers. Une dernière question? Ben oui, oui. Ouais. Ouais. Pas extensible. Non, je sais. Je sais. Par rapport au temps qu'on peut consacrer à la plateforme en classe? Et je sais. Je sais. Vas-y, ça, je pense que tu vas bien. Ça va dans la droite ligne de ce que je viens de dire. L'idée n'est pas de demander de faire des choses en plus de ce qui vous est déjà prescrit par vos programmes, vos dispositifs d'enseignement existants. L'idée, c'est de vous saisir de cette opportunité pédagogique, de cet outil que vous allez pouvoir intégrer pour traiter ce que vous avez à traiter.
Donc, ça invite à changer du cadre ordinaire, de changer de certaines pratiques habituelles, mais pour traiter la même chose avec cette perspective du développement d'un esprit critique qui peut être porté, qui doit être porté par différents champs disciplinaires, différents champs éducatifs pédagogiques. Mais l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose qui viendrait comme une option qui viendrait s'ajouter au temps d'enseignement disciplinaire. C'est un dispositif, c'est une plateforme qui va s'inscrire dans votre au mieux. Et si ça coïncide, si ça ne fonctionne pas, c'est ce que je parle. C'est là où c'est intéressant pour nous pour voir quels seraient les freins, qu'est-ce qu'on pourrait lever comme frein, quelles seraient les fonctionnalités qui seraient plus utiles pour être davantage dans votre cadre d'enseignement ordinaire. Est-ce qu'on peut passer à la... Peut-être une dernière question. Alors, est-ce que la plateforme est accessible via les téléphones portables? Je crois que oui. Hein. Je ne sais pas qui sera plus spécialisé. J'en parlerai tout à l'heure. Actuellement, sur téléphone portable, l'interface n'est pas adaptée. Oui, il y avait, comme sur Internet, une interface actuellement, il me semble, n'est pas. Ouais, parce que vous travaillez pas mal avec les téléphones portables et les... Ouais. Oui. Ouais, ok. Au lycée, surtout. Ouais. Ok. Ouais, c'est un point important. Effectivement, on va voir. Voilà, ça fait partie des retours dont on a besoin. En termes de développement, on va voir si en termes de développement, on peut faire une version mobile facilement ou pas. Ou si ça devient trop complexe. Alors, comme on n'a pas un budget extensible non plus, voilà, je vais être honnête avec vous, on va essayer de faire ce qu'on peut avec l'argent qu'on a bien voulu nous donner pour le développement. Merci. Julie, c'est bon? Oui.